Changement, vous le vivez tous dans vos vies au quotidien, des changements avec des innovations technologiques, méthodologiques, organisationnelles, et donc des tas d'impacts sur nos vies et nos usages. Et il y a deux transformations qui nous semblaient intéressantes à mettre en avant. C'est d'une part l'expérience client et d'autre part la gestion des avis. Parce qu'en fait, ça permet aux professionnels du tourisme que vous êtes d'exister sur le web et aussi de pouvoir vous différencier. Alors, pour animer cette table ronde, j'ai eu le plaisir d'accueillir Thomas et Jérémy, que je vais laisser se présenter. Thomas. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Thomas Mathieu. Je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Guest Suite et notre métier c'est d'aider les entreprises. Plus généralement, on s'est intéressé beaucoup au secteur du tourisme. On les aide à attirer plus de clients grâce à de meilleurs avis. On reviendra après sur le pourquoi du comment et surtout sur l'importance des avis clients dans le parcours d'achat. En tout cas, le sujet est plus que jamais d'actualité. Clairement, aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure en atelier, mais on est sur un sujet qui vient vraiment drainer des clients chez les professionnels du tourisme. Est-ce que j'ai une bonne réputation ou non? C'est vraiment la question assez essentielle. Et donc, Guest Suite, c'est une boîte qui existe depuis 2013. On est nantais aussi, donc toujours dans cette logique aussi très territoriale de la Digital Week. C'est avec grand plaisir qu'on intervient aujourd'hui. Et voilà, pour moi. Jérémy. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Jérémy Simon, co-dirigeant et cofondateur de la société Baludique. Donc Baludique, c'est la contraction de balade et ludique, pour ceux qui ne l'avaient pas forcément vu. Nous, on travaille sur de l'expérience de visite connectée. En quelques mots, on fait des jeux de pistes sur smartphone. Donc effectivement, j'ai déjà prononcé le mot expérience. Donc c'est bon, on y reviendra après. Merci. Parfait. Alors, juste en termes d'organisation, la table ronde dure 45 minutes. On a prévu d'échanger pendant à peu près 35 minutes et de vous laisser 10 minutes de questions-réponses à la fin pour que vous puissiez, vous aussi, interagir directement avec Thomas et Jérémy. Moi, j'aurais tendance à commencer la table ronde en posant une question de néophyte. De quoi on parle quand on parle d'expérience client et de gestion des avis? Ce ne sont pas des mots qui existaient il y a quelques années. Donc, qu'est-ce que c'est? Qui commence? C'est une excellente question. L'expérience client, alors apparemment, d'après Google, c'est tout ce qui va lier une entreprise à sa clientèle. Et l'objectif aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, c'est effectivement de proposer une bonne expérience pour créer un lien, créer un engagement du client vis-à-vis de sa marque. De sa marque au sens... de son entité, de sa structure. Ouais. De sa structure. Ouais, je pense que c'est effectivement deux notions qui sont hyper liées dans le sens où d'abord l'expérience du client, c'est ce qui va pouvoir, c'est ce qui va retenir en fait. C'est tous les éléments qui vont constituer son parcours de vie auprès de l'entreprise, aussi bien avant qu'il commence à entrer en contact avec vous, le moment où il rentre en contact avec vous, les premières communications qu'il va avoir avec vous, son expérience réelle sur son achat, sur le vécu avec dans votre cas, son expérience de voyage. Et après, la manière dont vous allez parfois traiter les petits problèmes qu'il peut avoir rencontrés lors de son expérience avec vous. Et tous ces points-là, finalement, forment l'expérience que va retenir le client. Et ce qui, du coup, donne, in fine, ce que nous, on traite, c'est l'avis client. L'avis client, c'est l'expression de cette expérience, je crois. Et c'est finalement aussi l'image que va finalement retenir et surtout partager le client à la fin de son séjour, à la fin de son voyage chez vous. Et c'est important finalement de commencer quand on veut, parce que souvent quand on parle de je voudrais améliorer mon réputation, je voudrais améliorer mes avis ou je voudrais mieux gérer mes avis, en fait déjà le point de départ c'est comment est-ce que je gère mon expérience client? Comment est-ce que je fais en sorte d'émerveiller parfois aussi mon client, se poser cette question, est-ce que j'émerveille un peu mon client de temps en temps? C'est des questions intéressantes, on y reviendra. Mais... Surtout dans le tourisme et les vacances en fait. C'est ça. Source de plaisir, comment je fais pour apporter du plaisir à mon client?
et pour me différencier aussi, puisque finalement les expériences que le touriste ou que le visiteur va vivre tout au long finalement de son séjour, elles vont être assez semblables. Donc qu'est-ce qui fait, où est-ce qu'il est le petit, on va dire, supplément d'âme qui fait qu'il va retenir votre expérience plus qu'une autre et que du coup, in fine, peut-être qu'il vous laissera un meilleur avis aussi. Oui, et du coup, ça crée la différenciation pour la structure qui l'accueille. Très bien. C'est quand même assez nouveau. Alors on en parle depuis quelques années, mais avant on n'avait pas du tout cette importance en fait de l'expérience client et de la gestion des avis. Dans le contexte en fait du tourisme, qu'est-ce qui a changé dans le comportement des vacanciers? Je vais là-dessus si tu veux. En fait, je pense que intrinsèquement, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé. Ce qui a changé, c'est la puissance de répercussion du média Internet qui, finalement, donne une portée largement supérieure. Mais un phénomène qui a toujours existé, c'est du bouche à oreille. C'est ni plus ni moins que du bouche à oreille, la recommandation. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de la recommandation directement de ses amis proches ou de sa famille ou de ses collègues. On a des recommandations, finalement, de n'importe qui, à n'importe quel moment, sur n'importe quel lieu, et surtout sur un lieu parfois qui est situé à l'autre bout du monde. Et bien souvent, et c'est souvent ça finalement qu'on recherche en tant que visiteur, quand on veut trouver un restaurant à proximité, on peut demander à ses amis en disant tiens, est-ce que tu as une bonne adresse, est-ce que tu as quelque chose à me conseiller. Quand on va en Thaïlande ou à l'autre bout du monde, on n'a pas nécessairement toujours des amis qui ont fait le voyage pour nous conseiller le bon hôtel ou le bon restaurant. Et donc là, en fait, finalement, Internet et TripAdvisor et autres sont venus répondre à un besoin assez fondamental de l'utilisateur final qui était je suis inquiet quelque part, il me manque une information, j'ai besoin de cette information pour faire mon voyage dans les meilleures conditions possibles. Et finalement, je vais trouver cette information sur, en l'occurrence, TripAdvisor ou Trivago ou Booking, pour pas faire la pub d'une seule plateforme. Mais je vais surtout trouver cette information et je vais être rassuré dans mon parcours d'achat. Après, ça a engendré tous les biais qu'on peut connaître aujourd'hui, mais le point de départ, c'est quand même un besoin de l'utilisateur qui est d'être rassuré, surtout quand il va effectuer une réservation pour un séjour lointain. Oui, il y a eu aussi des tas d'évolutions sociétales, en fait, par rapport à la durée des vacances, à la période de vacances, peut-être. Ça influe aussi sur l'usage que les vacanciers ont d'Internet. Juste pour compléter aussi, c'est vrai que aujourd'hui, dans les avis, n'importe qui peut donner son avis aussi. Donc la difficulté, c'est qu'il n'y a aussi pas forcément de hiérarchisation là-dessus. Et pour reboucler avec l'expérience client aussi, il y a une question de quelqu'un qui est satisfait va en parler à 2 personnes. Quelqu'un qui n'est pas content va en parler à 30. Donc effectivement, il y a intérêt à satisfaire les clients également. Et effectivement, par rapport aux évolutions, le boom, on va dire, du tourisme de masse, années 60, c'était on part tous au mois d'août pendant 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, c'est vrai que les longs séjours ont tendance à changer. On est beaucoup sur les 3 jours RTT, les week-ends prolongés. Il y a beaucoup d'enjeux d'ailleurs à travailler un peu sur les ailes de saison, à capter du monde. Juillet, août, il n'y a pas trop de problèmes, ils viennent. Mais comment on va proposer quelque chose à la Toussaint, sur les ponts du mois de mai, qui font qu'on va capter une clientèle plus locale et qui va venir sur un plus court séjour. Et du coup, moi, j'ai pas échappé à la règle. Hein. Cet été, je suis parti en vacances au mois d'août, désolé. En même temps, on est au mois de septembre. Et j'ai regardé les avis. Alors, j'ai cherché un camping dans le sud-ouest. Et j'ai vu des tas d'avis sur des tas de campings, alors des sites bien faits ou des sites mal faits, mais j'ai été marqué par un camping en particulier où il y avait des avis mais pourris, alors que le site était superbe, mais les avis étaient vraiment très négatifs, mais il n'y en avait que très peu. Alors je me dis quand même, c'est à double tranchant, parce qu'en fait, si on se prend des avis très très mauvais et on peut pas les fabriquer, les falsifier, les avis, donc comment on fait pour gérer ça ? C'est un très bon exemple, je trouve, dans le sens où c'est presque le meilleur exemple. Assez souvent, quand on s'intéresse à la réputation de nos clients et quand ils viennent vers nous pour traiter les sujets de réputation, bien souvent, ils ont un volume d'avis qui, à la base, est plutôt faible, en fait. Et le problème, c'est la représentativité de ces avis. C'est-à-dire que
naturellement, ce qu'on estime, nous, c'est que 1% des visiteurs vont s'exprimer naturellement sur les plateformes d'avis. C'est-à-dire que c'est seulement 1% finalement qui font la réputation de l'entreprise. Donc c'est quand même, quand on a dit ça, faut prendre 2 secondes, quoi. C'est hyper grave quelque part. On a sur 100 visiteurs, voilà, on n'aura pas du tout une réelle représentativité de ce que les gens ont vécu dans l'établissement. Et dans le cas donc de ce camping, qui ferait bien du coup de nous appeler, en fait, en tout cas, ce que j'imagine qu'il faut mettre en place, c'est déjà commencer à s'interroger sur est-ce que les clients déjà sont satisfaits tout court, avant de commencer à vouloir améliorer la réputation. Et si c'est le cas, effectivement, il faut prendre les avis, collecter un maximum des avis des clients, pour interroger tout le monde, en fait, très concrètement, pour pas que ce soit 1% des visiteurs qui fassent la réputation, mais plutôt 15-20% qui sont les résultats assez traditionnels que l'on va retrouver sur des enquêtes de satisfaction. Et dès lors, finalement, la réputation va être beaucoup plus représentative de la réalité. Mais c'est un travail qui se fait sur le long terme. Mais c'est presque un cas d'école, en fait, quand effectivement on a très peu d'avis et une mauvaise note. Voilà, c'est le cas le plus direct où on peut avoir un impact. D'accord, donc agir sur le fond pour produire de la qualité et en même temps ne pas falsifier les avis, mais en recueillir le maximum pour que la qualité qu'on a produite soit visible directement par les clients, par les vacanciers, quoi. Alors il y a toujours cette tentation de falsifier les avis ou d'acheter des packs de faux avis. Quand on est professionnel et qu'on s'est pris un mauvais avis, on peut se poser cette question-là, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui est extrêmement dangereuse. D'abord parce que les clients ne sont pas dupes et savent aussi maintenant de plus en plus reconnaître les faux avis, mais au-delà de ça, les plateformes font une vraie traque à ces pratiques-là et croyez-moi, je ne pense pas que vous vouliez vous retrouviez avec le macaron rouge en haut de TripAdvisor qui dit TripAdvisor suspecte cet établissement de tricher ou pas de tricher mais de manipuler les résultats des avis. Franchement, voilà, on a déjà récupéré des clients qui étaient dans ce cas-là. C'est pas du tout chouette pour l'image. C'est déplaisant. Et c'est plutôt très déplaisant, notamment quand on voit la portée la portée de l'audience des pages trip. Alors moi, finalement, j'ai pas choisi ce camping. J'ai même pas choisi un camping. Je suis plutôt parti dans un gîte. Et tout simplement parce qu'en fait, ce gîte me proposait une expérience assez sympa de visite des environs. Je connaissais pas la région et ils avaient mis en place une sorte de circuit avec leurs partenaires en disant tiens, vous pouvez aller voir là, ça va vous faire découvrir un petit peu la région. J'ai trouvé ça assez original. Et du coup, Jérémy, moi, je rapprochais ça un petit peu de ton expérience, enfin de ton activité sur des balades ludiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette façon d'accompagner en fait le visiteur ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est vrai que quand on arrive dans un coin qu'on ne connaît pas, on se demande un petit peu ce qu'on va faire. On a fait, 6, 8 heures de trajet. On arrive, on a peut-être envie de se dégourdir les pattes. Les enfants, ils sont au taquet. Et puis, on a envie de découvrir une région. Le but, c'est pas juste d'arriver à un endroit. Donc effectivement, nous, chez Baludique, on met le jeu au cœur de l'expérience, en fait, toujours dans cette logique de créer de l'engagement aussi. Ça permet de la cohésion, ça permet de pas mal de choses. Et on est sur une logique d'orientation des flux via un principe de jeu de piste numérique qui permettent de découvrir rapidement et en autonomie les incontournables ou tout simplement les petites anecdotes proposées par notre hébergeur aussi, qui en saison va du coup parfois être submergé par la clientèle, ne va pas forcément avoir beaucoup de temps à leur consacrer. On parlait des mutations un peu dans le monde du tourisme aussi. Il y a aussi un rôle pour les prestataires de conseil en séjour qui est de plus en plus fort à ce niveau-là, puisqu'on sait qu'il y a très peu de gens qui physiquement vont passer les murs d'un office de tourisme, même s'ils vont aller se renseigner sur les pages internet, etc. Donc ça permet de proposer des choses, les bons plans de l'hébergeur par exemple, que l'hébergeur va pouvoir préparer en amont de la saison, au moment où c'est un petit peu plus creux, et comme ça les visiteurs, ces hôtes, vont pouvoir découvrir les environs un peu comme s'ils connaissaient un local aussi, c'est-à-dire avec une patte très,
très marqué un petit peu de si je vous envoie là, c'est parce que moi, ça me donne telle sensation. Là, c'est le meilleur endroit pour observer le coucher de soleil. Ça c'est quelque chose qui, moi, me touche quand l'hébergeur me parle de son expérience à lui, quelque part, donc, quand il partage son expérience. Souvent, on voit des piles de brochures dans les chambres ou dans les hôtels, que ce soit les hôtels, les gîtes, les campings, brochures de tout ce qu'il y a à faire dans la région. Il y a même des books, etc. Et à chaque fois, moi, je me suis fait la remarque que c'était assez barbant à lire quand même. Parce que voir les 5 viticulteurs, les 5 musées de la région, je dis bah ouais, d'accord, mais lequel je choisis, quoi. C'est vrai qu'il y a parfois des piles assez impressionnantes qui ne sont pas toujours d'actualité, puisque faut le remettre à jour aussi régulièrement. Après, ça dépend aussi des publics. Il y a pas mal de publics qui sont très papier aussi. Donc, c'est des choses qui se complètent, en fait, qui vont répondre à différents usages. Et c'est vrai que le côté brochure multiple, effectivement, comment on se différencie. Et en termes d'expérience pour le client, j'arrive, tenez, voici la pochette avec tous les dépliants. Ok. Merci. Et en préparant cette table ronde, je suis allé visiter le site Baludique et j'ai entendu parler de quelque chose qui m'a intrigué, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais c'est le slip du campeur. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur le slip du campeur? Le slip du campeur, donc ça c'est un jeu qu'on a spécialement développé pour tous les sites d'hôtellerie de plein air, puisque souvent on parlait tout à l'heure de l'accueil, comment on va découvrir un petit peu le site, ses environs. Donc nous souvent on est sur une approche, on peut être sur une approche très sur mesure, avec un volet agence pour concevoir les jeux en réponse à la demande spécifique de nos clients. On peut aussi être sur une approche do it yourself, on va dire, avec un accès à un back-office qui permet de créer ces jeux. Moi, pour vous dire, j'ai une formation de géographe et je viens du monde de l'animation plutôt, donc c'est vraiment un outil d'animation. Et après, on a remarqué qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément ni le temps, ni l'argent pour créer leur propre jeu, ni la créativité. Donc, on peut proposer aussi des scénarios sur mesure. Donc là, on s'est dit, pour répondre à la problématique d'un camping, parfois, qui va avoir besoin de proposer un outil pour mieux appréhender la complexité de son site, parfois, où est la buvette, ça se repère facilement souvent, mais où sont les toilettes, l'accès plage, etc. Pour bien se repérer, c'est important quand on arrive dans un lieu de l'arpenter et de bien s'y repérer. Donc on a créé un petit jeu où c'est quelqu'un qui, en sortant de la piscine, s'est fait piquer ses affaires par ses copains. Et donc le but du jeu, c'est de sillonner les 4 coins du camping pour retrouver sa serviette de plage, son chapeau de paille, ses boules de pétanque, etc. Idéalement, le jeu peut se finir à la buvette avec un coup à boire et puis et ce genre de choses. Donc une visite guidée quelque part du camping, avec aussi un intérêt peut-être de gérer les flux ou d'orienter les flux. Effectivement, il y a toujours des questions de zone blanche. Moi, j'avais travaillé plusieurs saisons comme animateur scientifique dans des centres de vacances de la CCAS, c'est le comité d'entreprise d'EDF. Je parlais de tourisme à des touristes, c'était pas si déplaisant que ça, mais il y avait beaucoup de problématiques où ils mettent en avant au niveau de la CCAS le côté culturel, le côté solidaire, etc. Donc moi, ce qui m'avait marqué, c'est que des fois, il y avait des animateurs qui mettaient en place ce qu'ils appelaient un potager partagé, solidaire, etc., qui en général était au fin fond du camping. Donc de temps en temps, on voyait des petits arrosoirs qui se baladaient, donc il y avait une petite signalétique, mais c'était pas forcément évident aussi de faire connaître le lieu. Donc souvent, on était interpellé par des hôtes qui nous disaient le potager solidaire, il est où, ou telle animation. Donc là, effectivement, par le jeu, on va pouvoir orienter les flux et un peu comme on parle de zones blanches sur les couvertures réseau, il y a dans chaque site des zones blanches où les gens ne vont pas forcément passer, à l'opposé de zones un peu de concentration de flux. Donc ça permet aussi de dispatcher et d'amener les gens là où on veut les amener aussi, sans qu'ils s'en aperçoivent, puisque c'est par le jeu qu'on utilise ça. Parfait. Je vais continuer à vous raconter mes vacances, mais dans le gîte dans lequel je suis arrivé, il y avait une superbe piscine, alors vraiment magique. Et du coup, j'ai pris une photo et puis je l'ai postée sur mon Instagram. Et malheureusement, je suis pas un très bon photographe. Et puis mon appareil photo mon téléphone prend pas des photos superbes. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi contre-productif, parce que quelque part, je leur aurais pas forcément rendu un grand service avec une photo qui n'était pas de très bonne qualité. Est-ce que dans les avis, on aborde aussi ces aspects de communication visuelle ? Alors,
Effectivement, c'est un sujet, la partie visuelle dans la vie client. C'est un sujet qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur des stratégies, et je pense qu'il y aura des sujets un petit peu plus tard dans la journée sur ça, mais des sujets d'influenceurs ou de micro-influenceurs, comment finalement faire en sorte d'avoir de la visibilité grâce à des personnes individuelles qui vont réaliser des photos avec leur propre système. Parfois, c'est très réussi et effectivement, ça va rayonner sur le cercle d'influence de la personne. Parfois, c'est plutôt moyennement réussi parce que effectivement, tout le monde n'est pas un excellent photographe ou n'a pas forcément le bon matos. Il y a un point, je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est important de l'avoir en tête. Chaque fiche, que ce soit sur Google My Business, TripAdvisor ou autre, donne la possibilité aux internautes de mettre des photos personnelles, mais donne aussi la possibilité aux propriétaires de mettre ses propres photos. Et les propres photos ont la priorité, la plupart du temps, sur les photos des utilisateurs. Donc si jamais vous avez effectivement des personnes qui vous ont mis des photos qui sont pas forcément les plus bien cadrées ou les mieux exposées, parce que assez souvent on voit ça aussi, les photos surexposées ou sous-exposées qui mettent pas du tout en valeur les lieux. N'hésitez pas, ça pour le coup généralement vous pouvez le faire gratuitement, la plupart des plateformes le proposent, vous pouvez le faire gratuitement vous-même à partir du moment où vous avez réclamé la propriété sur la plateforme. Parenthèse fermée. Et du coup, moi j'ai noté qu'il y avait un atelier sur une image vaut 1000 mots, donc j'irai probablement y assister pour apprendre à faire des belles photos. Pour prendre des cours. Exactement. En termes de jeux, Jérémy, est-ce que tu as quelques exemples de jeux à nous donner qui pourraient illustrer ce que des professionnels du tourisme peuvent mettre en place? Tu veux dire en plus du slip du campeur? Ouais, en plus du slip. Ouais, il y a quelques exemples. Là, sur le côté petite structure et découverte des environs, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est un petit bar, restaurant, produit du terroir en Savoie, dans le Beaufortain, qui nous a contactés il y a un peu plus d'1 an maintenant, parce que lui, il essaye de mettre en avant tous les producteurs locaux, de leur proposer via son restaurant, on va dire une mise en avant de ces produits locaux, de leur faire découvrir à la fois les saveurs, mais aussi toute l'histoire et la manière dont ils ont été produits. Donc en fait, son besoin était de proposer quelque chose de plus engageant et de moins hors sol. Enfin, je ne vais pas dire que le restaurant est hors sol, mais c'est, on va dire, la fin de vie du produit, que ça soit du vin, des jus de fruits, du fromage, de la charcuterie. C'est le bout de la chaîne, quelque part, quoi. Donc l'idée, c'était à la fois d'échanger avec ses clients là-dessus, mais en plus de leur proposer en autonomie une découverte des environs qui permettent d'aller à la rencontre du vignoble, d'aller à la rencontre d'un producteur de fromage et de découvrir un petit peu comment a été produit en fait tout ce qu'il propose à la carte dans son restaurant. Un jeu de piste, mais sous forme d'une application? Oui. Ouais. Oui, du coup, c'est une application. Donc, Baludic, nous, la manière dont on fonctionne, c'est une application portail. Donc, il y a une seule et même application que vous pouvez télécharger gratuitement sur iOS, Android, et qui référence plusieurs centaines de parcours sur toute la France. Parcours qui sont créés par des professionnels, soit en autonomie, c'est le cas de ce bar dont je viens de parler, soit nous, on intervient également en co-construction. Sans être producteur de contenu, on va intervenir un peu comme des scénaristes, des metteurs en scène pour répondre aux besoins initiaux. Pour les bonnes pratiques, en fait. Pour les bonnes pratiques, ouais. Effectivement, et en fonction du public cible aussi, puisqu'on ne va pas construire le même parcours si on veut toucher plutôt une clientèle de personnes âgées, de seniors, je crois on dit maintenant, de seniors qui veulent avoir vraiment un contenu plus important sur le patrimoine d'une petite cité de caractère ou une enquête policière pour les enfants dans un espace naturel sensible, par exemple. On est presque sur de l'escape game ou en... Alors nous, on n'enferme pas les gens dans une pièce. En dehors, quoi. Mais on s'inspire effectivement de mécaniques de l'e-escape game. Si on fait un peu, pour reprendre les gros mastodontes, on va dire qu'on est un peu à l'interface entre Pokémon Go, qui a prouvé l'usage, contenu culturel, on peut en débattre, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, geocaching.com, où là, le but, c'est de trouver des petites géocaches. Le problème, c'est que ça nécessite de la maintenance aussi, parce que les géocaches peuvent disparaître. Et en plus, c'est régi par la communauté, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre une géocache où on veut, comme on veut.
Et puis, effectivement, les escape games qui marchent assez fort. Donc après, on adapte un petit peu chaque parcours en fonction des besoins de la cible, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur du serious game en entreprise, pour du séminaire ou ce genre de choses. D'accord, parfait. Je reviens un peu sur les avis, parce qu'en fait, cet été, là, sur le gîte dans lequel je suis allé, j'ai posté un avis super favorable à la fin de mes vacances. Mais je leur ai fait une petite remarque. Il y avait un sujet qui me semblait pouvoir être amélioré. Et j'ai pas eu de réponse en fait. Et j'avoue que je suis un peu frustré par rapport à ça. Et quand on a discuté, tu me disais plein de choses intéressantes sur ce point-là. Alors effectivement, c'est sur le sujet de la réponse aux avis. Ça, c'est toujours un sujet un peu, un peu épineux quand on en vient à la réponse aux avis, parce que bien souvent, on est aussi, on est tous chefs d'entreprise et on a quand on reçoit un avis négatif, c'est un peu, on s'attaque à son bébé, quoi. Et c'est assez, parfois ça peut être assez violent en fait. Et alors là, c'est pas le cas parce que a priori t'étais plutôt positif et t'as juste fait une remarque. Mais bien souvent, ça peut être dans tous les cas assez difficile de répondre sans affect et sans être trop, on va dire, punitif dans la réponse. Et effectivement, la réponse, toi, ça te frustre de ne pas avoir de réponse. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que il y a toi qui as déposé un avis et qui attend une réponse. Mais il y a aussi tous ceux qui vont lire ton avis, qui vont voir que tu as suggéré quelque chose, parce qu'ils vont s'intéresser à ce que tu as écrit, et qui vont surtout voir que le gîte dans lequel tu as été n'a pas pris le temps de s'intéresser à ce que tu as dit et donc de te répondre. Et donc ça, c'est un vrai point. Ce que je veux dire par là, c'est il y a pas lieu de répondre à tous les avis. En tout cas, à mon sens, ça sert à rien de vouloir répondre à tous les avis pour répondre mal à tous les avis. En revanche, on peut se fixer quelques règles et quelques critères pour dire est-ce qu'il faut ou non répondre à un avis. Systématiquement et sans se poser de questions, si l'avis est négatif, il faut y répondre. Il n'y a pas de débat. Si l'avis est positif, qu'il n'apporte pas, on va dire, grand-chose de plus, si c'est juste pour lui dire merci beaucoup, bonne journée, et faire pareil sur les 15 avis en dessous, ça apportera rien non plus. Par contre, si c'est un avis, dans ton cas, voilà, c'est un avis plutôt positif, mais qui pose une question ou qui interroge, là, ça a du sens de venir apporter les précisions nécessaires, parce que sinon, vous imagineriez pas en fait ne pas répondre à un email d'un client ou ne pas répondre à un message laissé sur la messagerie. C'est un peu la même chose en fait. C'est juste que la manière de communiquer avec vous est différente, mais qu'aujourd'hui il y a des clients qui, pour eux, c'est l'équivalent de venir vous envoyer un mail et de vous parler directement, c'est de le mettre sur TripAdvisor. La seule difficulté, c'est que ça, c'est visible de tout le monde. L'avantage, quand ils vous envoyaient un email, c'est que vous pouviez répondre et que ça restait sous couvert d'un peu de vie privée, quoi. De confidentialité. Merci, c'est gentil. Je cherchais mon mot. Et donc, l'important, effectivement, c'est d'y répondre. Alors, je ne veux pas détailler pour pas vous spoiler mon atelier tout à l'heure sur la partie réponse aux avis clients, mais si vous voulez, il y aura un atelier très intéressant sur le sujet d'ici quelques heures. Mais en tout cas, on pourra reparler de ça et voir justement comment prendre le temps de bien rédiger une réponse et quelles sont, on va dire, les étapes clés pour, on va dire, prendre du recul et avoir une réponse qui serve finalement la réputation, même si c'est un avis négatif. Et sans spoiler ton atelier, est-ce que tu peux nous donner au moins quelques axes qui permettent aux professionnels du tourisme d'augmenter leur taux de remplissage uniquement sur la partie gestion des avis ? Alors sur la partie gestion des avis, je pense qu'il y a peut-être trois choses. La première, on a fait presque parler que de cela, mais c'est ce côté de l'expérience client et comment je travaille la meilleure expérience client possible pour mon visiteur. La deuxième, c'est comment je fais en sorte que mes visiteurs s'expriment naturellement et du coup que ma réputation soit la plus représentative de la réalité. Et enfin, comment est-ce que je gère la réponse à mes avis. Et du coup, comment est-ce que je gère bien la réponse à mes avis, c'est-à-dire, évidemment, si on a un avis négatif, ne pas répondre sur le même ton que le client, toujours avoir de la hauteur de vue, et surtout pas se laisser embarquer justement dans un combat qui est extrêmement néfaste en fait, d'avoir celui qui aura le plus de répondants dans l'avis. Au contraire, il faut vraiment toujours avoir en tête que vous ne répondez pas à la personne qui a déposé un avis, vous répondez pour tous ceux qui vont lire derrière. Est-ce que vraiment vous avez envie d'avoir cette image-là pour tous ceux qui vont passer derrière et qui vous voient avec 8 points d'exclamation en disant « c'est pas vrai, t'es un menteur ».
je pense pas que vous ayez vraiment envie de ça. Et pourtant, sincèrement, on traite avec G-Suite des millions d'avis. Sincèrement, on voit ça extrêmement souvent encore, des réactions épidermiques sur les avis de personnes, mais c'est normal parce que ça nous attaque, ça fait mal, quoi. Mais il faut vraiment à tout prix ne pas répondre comme ça, parce que c'est l'image qu'on donne et finalement ça peut être désastreux. Et là, on avait juste une réputation qui était là parce qu'on avait un avis négatif, et finalement on va avoir en plus la réponse qui va encore faire baisser cette image-là. Et paradoxalement, on a aussi quelques utilisateurs qui embellissent systématiquement leurs avis. Moi, j'ai quelques copains qui sont comme ça. Leurs vacances sont toujours géniales et merveilleuses. Je suis quand même parfois étonné. Est-ce qu'il faut gérer aussi cet aspect avis sur positif ? Alors ça, c'est presque une question un peu de société, là, sur la manière entre ce qu'on vit et la manière dont on le présente. Ça, c'est... Je pense qu'en tant que professionnel du tourisme, globalement, c'est plutôt dans notre intérêt, parce que quelque part, ils vont faire que, effectivement, embellir le lieu, prendre le meilleur angle possible sur la tarte au citron qu'ils ont mangé le soir, ou sur le bon plat chaud qu'ils vont manger froid, puisque finalement, ils ont passé 30 minutes à chercher le bon angle, et voilà. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Maintenant, moi, je trouve ça juste effectivement un peu délicat à titre personnel sur effectivement ces gens qui sont que dans le paraître. Mais là, d'un point de vue purement professionnel, quelque part, c'est toujours dans le bénéfice, je crois, du professionnel, puisque quelque part, tant que c'est acceptable et crédible, tant que c'est acceptable et crédible, voilà, ils vont chercher eux le meilleur moyen de mettre en valeur votre ou vos prestations pour mettre le plus en valeur leurs vacances à eux. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Ouais. Maintenant, d'un point de vue purement personnel, est-ce que le fait de prendre la photo le plus penché possible pour montrer qu'on a vu sur mer, alors que non. Ouais. Bon, voilà. Bon, merci en tout cas pour ça. Pour conclure, moi j'aurais tendance à dire que toutes les actions qu'on a vues, là, les jeux de piste, l'expérience, la gestion des avis, ça prend quand même énormément de temps. Comment font les professionnels du tourisme quand ils sont tout seuls pour faire tout ça ? Je crois que la slide d'après, tu as nos coordonnées, non ? Exactement. Je sais pas, je pense que ça peut donner un embryon de piste. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites déjà par soi-même. Évidemment, nous, on est là pour venir accompagner la démarche, parce que bien souvent, on a aussi, vous avez des métiers qui sont déjà très prenants et que vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, il y a déjà des choses qui, à votre niveau, sont faisables. La partie réponse aux avis, ne serait-ce que on dit qu'il faut utiliser un outil pour collecter un maximum d'avis et les diffuser. Oui, vous pouvez déjà commencer par demander à vos clients, pensez à me déposer un avis. Alors le taux de retour est plus faible, mais c'est déjà ça. Il y a des choses qui peuvent être faites déjà, on va dire, sans investir dans un outil. Après, évidemment, quand on veut passer à l'étape d'après, quand on veut avoir un impact plus fort, là, effectivement, nous, on est là pour ce genre de choses. On n'a pas tous les moyens de booking, quoi. Ça, c'est un autre sujet, mais en fait, on a souvent ce rapport de force entre l'hôtelier indépendant et le grand méchant booking. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet sur le niveau des commissions qui ne fait qu'augmenter, ce rapport de force qui est complètement disproportionné. Maintenant il y a des choses dont on peut s'inspirer en fait dans ce que fait Booking. Il y a des bonnes pratiques quelque part qu'on peut venir réadapter. C'est pas parce que on va dire ils sont le grand méchant loup qu'ils font pas des choses bien en fait quelque part. Et il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer, je pense, en tant que pro. Faut pas oublier quand même que Booking, si je dis pas de bêtises, si c'est pas le premier, c'est le deuxième plus gros investisseur en publicité payante sur Internet. C'est-à-dire que c'est eux qui investissent le plus en AdWords. Alors vous me direz bien souvent en achetant le nom de mon hôtel. C'est vrai, mais il n'empêche qu'ils font un effort publicitaire. Ils font un effort publicitaire qui est réel. Il faut voir comment déjà à son niveau, on peut aussi retrouver un effort publicitaire qui soit proportionnel et qui puisse aussi servir sa réputation. Il y a des choses en fait, je pense. Essayer de reproduire un petit peu les de reproduire des mécanismes, des mécanismes dans la manière, par exemple, dont on va aussi traiter le parcours d'achat du client sur le site internet. C'est un vrai enjeu. Je crois qu'en tant que produit du tourisme, on vous bassine de plus en plus avec la réservation en direct, avec le fait de prendre les résas directement
directement sur votre site internet, de pouvoir privilégier aussi ce canal-là, enfin du moins pour pouvoir, on va dire, éviter le commissionnement de Booking, qui parfois est carrément en cannibalisation, parce que le client il voulait venir chez vous et il passe par Booking, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore pire, quoi. Mais parce que en fait, des outils, alors on va pas ne citer que Booking, mais il y a Trivago, Kayak ou d'autres, ils vont s'intéresser à un point qui est essentiel, qui est l'expérience du client sur le site. Et ils ont des années et des années de développement sur ces sujets-là pour se poser la question, est-ce que le bouton il fait cette taille-là, est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite, est-ce que je mets un bandeau qui dit 12 personnes viennent de réserver cette chambre, vous feriez bien de le réserver aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est des acquis de l'expérience, mais finalement, ils ont fait le boulot. Donc vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'ils ont fait pour améliorer votre propre expérience client sur votre site. On pourrait en parler pendant des heures. Clairement. La table ronde va bientôt se terminer. Pour aller plus loin, en fait, on a mis en place un slide avec quelques actions. Jérémy, sur ton site, qu'est-ce que les professionnels peuvent trouver ? Alors, ils peuvent trouver déjà, professionnels et particuliers peuvent voir toutes les balades, tous les parcours qui sont proposés sur la France, un petit peu en Angleterre et en Belgique également. Ils vont trouver un petit peu une manière de nous contacter. Hein. On a un formulaire de contact, on est ultra innovant. Et puis voilà, trouver un petit peu d'inspiration. On essaye aussi de mettre en place un peu de ressources sur voilà, comment faire jouer en fait ces clients. Parfait. Et toi, Mathieu Thomas, excuse-moi. Alors, j'ai l'habitude qu'on se trompe, Thomas. Mathieu, j'ai passé la moitié de ma vie à faire appeler Mathieu. J'ai quand même 4 prénoms à côté de moi. Hein, ah oui, je vois bien. C'est pas évident. J'ai l'habitude de ça. Nous, sur notre site, on va retrouver pas mal de contenus liés à l'impact des avis, à la manière de gérer sa réputation. Beaucoup de choses déjà pour forcément apprendre à faire tout seul. Et globalement, à chaque fois, dans les dernières pages, sur pourquoi ce serait bien aussi de le faire avec nous. Hein, forcément. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de petites fiches pratiques, des petits tutos, des choses comme ça pour permettre de démarrer et d'avoir déjà des petites bases et des petites clés pour mieux gérer sa réputation et en faire non pas un facteur de peur, mais plus un levier business. Parfait. Vous avez également donc les différents ateliers de la journée, vous avez tous le programme. Thomas et Jérémy animent 2 ateliers qui sont dupliqués, donc vous pouvez aller voir en fait leurs applications. Et j'en profite pour me faire aussi un petit peu de pub, parce que si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, il y a aussi un atelier sur Je n'ai pas le temps, et là on va parler de vous. Donc vous allez trouver des solutions qui vont rien vous coûter et qui vont être simples, pas forcément, mais en tout cas que vous pourrez mettre en œuvre si vous avez envie de les mettre en œuvre. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir aux questions, si vous en avez, ou même des réactions ou des échanges en tous sens. Est-ce que l'un d'entre vous veut lancer le bal ? Alors, Samy se précipite. Ah, ça, j'en suis pas sûr, parce que tout le monde ne va peut-être pas vous entendre. Et la question est plus importante que la réponse, j'allais dire. Bonjour, vous parliez des réponses aux avis. Et vous aviez abordé la question de réponse aux avis positifs. Est-ce que c'est pas un peu négatif si on voit justement des sites où les commerçants ont répondu qu'aux avis négatifs ou les semi-positifs où il y a quand même du négatif? Globalement, ça donne l'impression qu'ils se concentrent que sur le mauvais et on se pose la question s'ils sont contents même d'avoir des avis positifs. Je ne dis pas qu'il faut répondre à tous les avis positifs, mais est-ce que si on répond à aucun des avis positifs, est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas... ça peut ne pas être un peu négatif, peut être mal perçu par d'autres internautes. C'est une très bonne remarque. En fait, je pense que là, on est sur vraiment la sensibilité pour chaque établissement, dans le sens où chaque réputation va être un peu différente, parce que il n'y a pas un établissement qui va avoir que des négatifs, que des positifs. Ça va toujours être quelque chose de panaché. La vraie question, c'est comment est-ce que je fais en sorte que quand un utilisateur va arriver sur cette fiche, est-ce qu'il va avoir un bon sentiment? Et effectivement, c'est là où on voit, effectivement, il y a peut-être 3 avis positifs, on peut déjà remercier rapidement, mais mon point, c'était surtout d'éviter
les réponses répétitives et de se retrouver avec le copier-coller de « Merci beaucoup pour votre commentaire, celui-ci nous a beaucoup aidé à nous améliorer, nous l'avons partagé avec toute l'équipe, bonne journée, au revoir ». Et retrouver ça sur les 5 avis qui descendent. Si on répond, c'est pour essayer d'apporter un petit quelque chose, un petit supplément d'âme, un petit quelque chose en plus. Dans le cas d'un avis négatif, généralement, on va être obligé de faire quelque chose d'adapté, dans le sens où le message que apporte le client apporte une réponse spécifique. Il n'y a rien de pire que d'apporter une réponse généraliste à une question spécifique. Alors, dans tous les cas, il faut être sincère, en fait. C'est ça, exactement. Alors, monsieur là-bas, à droite. Bonjour, Sébastien de Visamundi. On a parlé du coup des commerçants ou des professionnels du tourisme qui pourraient être tentés de falsifier en fait leurs avis sur Internet. Quid finalement de leurs concurrents qui pourraient être tentés de faire du négatif, de l'avis négatif en fait, pour d'autres des concurrents sur un secteur en particulier. On peut prendre le cas par exemple de professionnels qui vont vouloir prendre des packs d'avis pour essayer de discréditer leurs concurrents. Est-ce que les plateformes actuellement sont équipées pour, en tout cas, anticiper, analyser, rectifier les fiches en conséquence ? Alors, les plateformes sont de plus en plus équipées sur ces sujets-là, parce que c'est effectivement des comportements qu'on remarque depuis 3-4 ans qui sont on va dire en progression. Malheureusement, il n'y a pas une solution ou un remède miracle si effectivement on a des concurrents qui sont aussi bas niveau et de mauvaise foi que ça. C'est forcément c'est un vrai risque. Maintenant, les dispositifs que mettent en place les plateformes pour vérifier que les établissements ne trichent pas pour améliorer leur réputation sont les mêmes que ceux qu'ils mettent en place pour éviter qu'un établissement se fasse détruire par le même moyen. Et bien souvent, les mécaniques sont assez similaires en fait. On est sur un dépôt d'avis qui va être très accentué sur une période donnée, avec des plages d'IP qui bien souvent ne sont pas si différentes que ça. Donc finalement, ils ont des moyens techniques assez relativement simples pour identifier ça. Ensuite, les plateformes ont systématiquement des dispositifs pour signaler ce genre de choses. Et enfin, quoi qu'il arrive, pendant une période comme ça, c'est d'autant plus important de solliciter ses clients pour noyer dans la masse ces avis qui n'ont rien à faire là, quoi. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur à l'autre bout. Sur ma gauche. On a vu se développer dans notre activité le chantage aux avis. Quel conseil vous avez? C'est-à-dire des clients qui carrément nous menacent, enfin, ou en tout cas essaient de nous faire du chantage en disant voilà, si vous voulez pas un mauvais avis, etc. Est-ce que vous avez des... parce que les plateformes essayent de nous protéger, il y en a qui jouent le jeu, je pense à Airbnb, mais est-ce que vous avez des techniques par rapport à ça? Et est-ce que vous voyez surtout ce phénomène se développer? Alors, c'est un phénomène où, pour le coup, on en entend beaucoup parler, mais chez nos clients, on l'a assez peu vu en réalité. Donc déjà, en tout cas, nous, à notre niveau, on n'a pas, on va dire, un niveau d'inquiétude entre guillemets par rapport à ça élevé, dans le sens où on le voit assez peu. Effectivement, c'est un comportement qui existe. Ce client, concrètement, le chantage à l'avis, c'est le client qui va vous dire maintenant je veux une réduction, sinon je vous laisse un avis négatif. Très concrètement, ça va être ça. C'est quelque chose qui va exister. Maintenant, alors après c'est très personnel et c'est assez impliquant ce que je vais dire, donc vous n'êtes pas obligé de suivre mon Marocco, mais moi je serais personnellement d'avis de refuser la demande du client, de le laisser s'exprimer et de prendre le temps d'adresser une réponse précise, pas vindicative, mais précise, en expliquant concrètement et factuellement ce qui s'est passé avec ce client. Et voilà, et là je pense que la musique commence à nous dire qu'il va falloir que je clôture. Oui, exactement. Alors, vous avez maintenant 15 minutes en fait pour changer
de lieux, d'activités, d'ateliers ou de conférences. N'hésitez pas à rejoindre Thomas et Jérémy juste à la sortie de l'amphi si vous avez d'autres questions à leur poser. Et merci pour votre écoute.